Ok, bonsoir à tous et à toutes. Installez-vous confortablement et connectez-vous. Nous allons commencer. Nous sommes le docteur Gambi Amadou, médecin anesthésiste et réanimateur, médecin des urgences, centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Look at me. Nous sommes très heureux de Look at modérer la me. I'm 18e black. édition du développement médical continu du réseau I'm médical de black la and 7e promo du proud. numérisme You mad? préventif. You mad? Ce réseau a pour but You la mad? You formation mad? continue, Jump straight. la perfection et surtout l'émancipation médicale. La formation médicale continue se tient le dernier samedi du mois entre 20h30 à 22h et la durée totale de cette formation est de 1h30, répartie comme suit: 30 minutes pour la présentation, 10 minutes pour la présentation des labos, 20 minutes pour les invités d'honneur et 30 minutes pour les séances questions-réponses. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Soya Touré, membre de la 7e promo, chirurgien urologue. Docteur Soya, dans un calme limpide, va nous parler de la prise en charge des infections urinaires bactériennes. Docteur Soya, bonsoir. Bonsoir, docteur Gambi. Pour bien vendre cette présentation, nous serons accompagnés de nos enseignants de renommée internationale. Il s'agit là de docteur Sissoko Idrissa, chirurgien urologue, chargé de recherche au centre hospitalier universitaire de Kati. Docteur Sissoko, bonsoir. Docteur Sissoko est avec nous? Est-ce que le docteur Sissoko est avec nous? Bonsoir à toute la promotion, la 7e promotion numéris clausus. Soyez les bienvenus. Et on sera aussi accompagné du docteur Sokoba Draman, infectiologue, chargé des recherches du centre hospitalo universitaire de Pongé. Docteur Sokoba, bonsoir. Are you serious right now, bro? Like, are you serious Le right docteur now? Sokoba Draman est avec nous. Est-ce que le docteur Sokoba Draman est avec nous? Et ici, j'allais annoncer aussi le professeur Amadou Bokoum, gynéco-obstétricien, maître de conférence agrégé à la faculté de médecine d'odontostomatologie. Bonsoir, professeur Bokoum. Est-ce que le professeur Bokoum est avec nous? Le professeur Bokoum est avec nous? D'accord, sûrement il n'est pas connecté. Et ici, nous allons aussi annoncer l'arrivée du professeur Berthe Honoré Jean-Gabriel, professeur titulaire en neurologie, coordinateur du DS en neurologie. Bonsoir, professeur Berthe. Bonsoir à toute la promotion 7e du numéro clausus et merci pour l'honneur que vous me faites en invitant pour cette session. Soyez le bienvenu. Merci. Donc, sans tarder, est-ce que Dr Soya est prête pour la présentation? Oui, je suis prêt. D'accord, vous avez 30 minutes pour nous faire l'économie de votre travail. Vous avez la parole. Merci, docteur Gambi. Bonsoir tout le monde. Très heureux ce soir de partager avec vous mes slides sur la prise en charge des infections urinaires bactériennes. Pour bien mener à terme ce travail, nous nous sommes fixés des objectifs, à savoir définir une infection urinaire, savoir diagnostiquer une infection urinaire, connaître les modalités de traitement des infections urinaires et enfin connaître les modalités de suivi des infections urinaires. Pour atteindre ces objectifs, voici les plans que nous allons suivre. En guise d'introduction, nous disons que les infections urinaires représentent un enjeu majeur de santé publique, à la fois pour leur impact en termes de morbimortalité, mais également pour le coût qu'elles représentent pour la société. Les infections urinaires recouvrent un ensemble de situations très variables, allant de la bactérie asymptomatique à la pyélonéphrite grave. Le diagnostic est essentiellement clinique et la prise en charge en urgence doit débuter par une antibiothérapie probabiliste sans attendre le résultat des examens complémentaires. L'infection urinaire est définie
comme une agression de l'appareil urinaire par un ou plusieurs micro-organismes, générant une réponse inflammatoire. Elle associe au moins un des signes suivants à une uroculture positive. Ces signes peuvent être une température supérieure à 38 degrés Celsius, une impériosité mictionnelle, des pollacuries ou brûlures mictionnelles associées à des douleurs suspubiennes, en l'absence d'autres causes infectieuses, bien sûr. Nous avons deux grands groupes d'infections urinaires, les infections urinaires communautaires, qui sont des infections contractées en dehors d'un établissement de santé, et les infections urinaires associées aux soins, qui sont contractées au cours ou au décours de la prise en charge du patient, que ce soit à l'hôpital ou non. Donc, ces infections peuvent être contractées au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique. À noter que les infections urinaires associées aux soins ne feront pas l'objet de notre présentation de ce soir. Nous avons ici un article publié dans Progrès en urologie, dans lequel les auteurs ont effectué une analyse comparative des dernières recommandations de l'Association européenne d'urologie et la SPILP-AFU. La SPILP, c'est la Société de pathologie infectieuse de langue française, en collaboration avec l'Association française d'urologie. Globalement, les deux recommandations utilisent des terminologies identiques. Nous avons les infections urinaires aiguës, qui peuvent être simples ou à risque de complications, les infections urinaires récidivantes et les urosepsis, qui peuvent être soit un sepsis grave ou un choc septique. Cependant, les recommandations de la SPIP-AFI remplacent les termes de prostatite aiguë par infection urinaire masculine, qui est très hétérogène, alors que l'EAU garde la classification du National Institute of Health, désignant la prostatite aiguë, distinguant la prostatite aiguë de la prostatite chronique. Dans cette présentation, c'est la terminologie de la SPILP-AFI qui sera utilisée. Les infections urinaires sont définies par des facteurs de risque de complications. Ces facteurs de risque sont le sexe masculin, la grossesse, lorsque l'infection urinaire survient sur une grossesse, les anomalies de l'arbre urinaire qui peuvent être fonctionnelles ou anatomiques. Nous pouvons avoir une lithiase, une tumeur de vessie ou encore un résidu post-mictionnel assez significatif. L'insuffisance rénale sévère, l'immunodépression sévère et le sujet fragile, qui est défini par une personne de plus de 75 ans ou les personnes de plus de 65 ans avec deux critères de Fred. Les éléments de gravité d'une infection urinaire sont de trois ordres. Premièrement, nous avons le sepsis grave, qui est défini par le score de Cook-SOFA supérieur ou égal à 2, lui-même étant défini par une fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22, des troubles de la conscience et une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 100 mm de mercure. Le deuxième élément est un choc septique qui nécessite l'utilisation des amines vasopressives pour maintenir la pression artérielle systolique au-dessus de 90 mm de mercure avec des signes de souffrance. Et le troisième, c'est lorsqu'il y a une indication de drainage chirurgical. L'intérêt de notre sujet est d'abord épidémiologique, car l'incidence annuelle des infections urinaires dans le monde est de 250 millions. C'est la première cause d'infection nosocomiale et la deuxième cause d'infection communautaire. Les femmes sont les plus touchées, nous allons voir pourquoi, et les hommes sont surtout touchés à partir de 60 ans. L'intérêt est aussi diagnostique, car il y a plusieurs entités cliniques. L'intérêt est thérapeutique avec la résistance croissante des germes aux antibiotiques. Et enfin, l'intérêt est pronostique, car si la prise en charge est précoce et correcte, l'évolution est favorable. L'appareil urinaire est composé de deux organes sécrétaires, qui sont les reins, de deux conduits excréteurs internes, les urétères, d'un réservoir qui est la vessie,
et d'un conduit excréteur externe, qui est l'urètre. La prostate est située sous la vessie et est traversée par l'urètre prostatique. Sur l'image de gauche, nous avons l'appareil urinaire représenté chez un homme. À noter juste qu'il y a une distance assez importante entre l'anus et le méa urinaire. Nous allons voir dans la physiopathologie pourquoi. Et chez la femme, la distance entre le méa et le vagin et le rectum est assez courte. L'appareil urinaire est physiologiquement stérile en dehors de l'urètre distal qui est colonisé. Les infections urinaires communautaires sont principalement des infections par voie ascendante. Plus rarement, les pyélonéphrite aiguë peuvent être d'origine hématogène, dans le cas d'une bactérie, par exemple. Les infections urinaires masculines sont favorisées par l'existence d'un obstacle sururétral qui peut être responsable d'une mauvaise vidance vésicale, soit due à une hypertrophie bénigne de la prostate, une sténose urétrale ou un cancer de la prostate. À noter juste que le réservoir, c'est au niveau du rectum. Et lorsque ces réservoirs, les bactéries qui sont au niveau du rectum, arrivent à atteindre l'arbre urinaire, l'infection urinaire va se manifester. Vu que la femme a une distance entre le méa et le rectum assez réduite, c'est un facteur favorisant, donc les femmes sont plus sujettes à faire des infections urinaires. Et les deux germes les plus pathogènes sont Escherichia coli et le Staph saprophyticus. Escherichia coli est le plus fréquent, avec des fréquences de 60 à 80% dans certaines études. Quelles sont les bases diagnostiques de l'infection urinaire? Nous avons d'abord la première entité qui est la bactérie asymptomatique. C'est une situation de portage qui est définie par la mise en évidence d'un micro-organisme sans manifestation clinique. Et la bactérie asymptomatique doit être dépistée dans des situations, car c'est dans des situations qu'il y a la nécessité de faire un traitement de cette bactérie asymptomatique. La première situation, c'est au cours de la grossesse, à partir du 4e mois, lorsque la bandelette urinaire est positive, ou encore lorsque la femme a un antécédent d'infection urinaire, un ECBI doit être réalisé et chaque mois, l'ECBI doit être réalisé jusqu'à l'accouchement. En l'absence des symptômes, si l'ECBI revient avec un germe, le traitement doit être administré à la dame. La deuxième situation, c'est lorsqu'il y a la nécessité de faire une procédure urologique invasive programmée, c'est-à-dire lorsqu'il y a une lésion de la muqueuse. La deuxième entité est la cystite. La cystite est surtout caractérisée par les signes urinaires qui sont très marqués chez la femme, qui peuvent être une dysurie des bulles mictionnelles, une polacurie et dans 30% des cas, une hématurie macroscopique. Fait important à noter, c'est l'absence de fièvre dans la cystite et la présence d'une douleur suspubienne. Lorsque la cystite est simple, chez la femme, la réalisation de la bandelette urinaire est suffisante. Lorsque la bandelette objective les nitrites et les leucocytes, la cystite est confirmée chez la femme et il n'y a pas la nécessité de réaliser d'autres examens complémentaires, car ça a une valeur prédictive négative supérieure à 95%. Et cette bandelette utilise surtout le nitrate réductase. À noter qu'il y a certains germes qui ne sont pas producteurs de nitrate réductase, tels que les staph, les strepto et les pseudomonas. Pour la cystite à risque de complications, en plus de la bandelette urinaire de l'ECBI, un bilan étiologique doit être réalisé en fonction des facteurs de risque. Pour la cystite récidivante, l'ECBI doit être réalisé à la première récidive pour confirmer, ou encore si c'est une rechute. Le diagnostic de la pyélonéphrite aiguë est basé sur les signes urinaires qui sont identiques avec la cystite et la présence d'une hyperthermie
la présence des douleurs lombaires qui peuvent être spontanées ou à l'ébranlement, on appelle ça les signes de Giordano, et des signes d'irritation péritonéale. Devant une pyélonéphrite aiguë, il est important de chercher des signes de gravité, des signes de septicémie, pouvant nécessiter la réalisation d'autres examens complémentaires. Les examens complémentaires devant une pyélonéphrite aiguë simple sans signe de gravité, c'est la bandelette urinaire avec les CBI. L'écho rénal doit être réalisé si la pyélonéphrite est hyperalgique ou lorsque l'évolution est défavorable après 72 heures. On peut être amené à faire le scanner lorsqu'il y a une suspicion d'abcès ou encore de collection périrénale. Pour la pyélonéphrite aiguë à risque de complications sans signe de gravité, nous devons faire la créate urée et la CRP en plus de l'ECB antibiogramme. Et le scanner doit être réalisé en urgence ou au plus tard dans les 24 premières heures. Lorsqu'il y a une contre-indication à la réalisation du scanner, de l'uroscanner, une échographie rénale peut être réalisée, comme chez la femme enceinte à la recherche d'une dilatation des cavités pyélocalicielles. Pour la pyélonéphrite aiguë grave, les hémocultures et la numération doivent être ajoutées au bilan. Et pour le scanner, le même protocole doit être suivi, à savoir la réalisation en urgence de l'uroscanner. En cas de contre-indication, la réalisation de l'écho rénal. Une autre entité, c'est les infections urinaires masculines, anciennement appelées, ou encore selon d'autres sociétés savantes, la prostatite aiguë. En plus des signes urinaires, c'est le syndrome infectieux qui peut être présent, une douleur pelvio-périnéale et surtout une douleur au toucher rectal. Devant une infection urinaire masculine, il faut éliminer une rétention aiguë d'urine. Si la rétention est présente, il va falloir drainer les urines. Les examens complémentaires, lorsqu'il y a la fièvre, l'hémoculture doit être réalisée. En dehors de ça, il n'y a pas la nécessité de faire d'autres examens complémentaires biologiques. Et l'imagerie est fonction de la présentation clinique. Lorsqu'il y a la suspicion de rétention aiguë d'urine, une échographie réno-vésico-prostatique doit être réalisée. Si l'évolution n'est pas favorable sous traitement, après 72 heures de traitement, l'IRM prostatique doit être réalisé à la recherche d'abcès prostatique. En défaut de l'IRM, une écho endo-rectale doit être réalisée. À noter juste que l'IRM prostatique est plus sensible au scanner pour la détection des abcès prostatiques et le scanner aussi a pour avantage d'explorer le haut appareil urinaire. Alors, quelle prise en charge pour les infections urinaires? Le traitement est tout d'abord préventif et le traitement est basé sur la boisson abondante. L'idéal, c'est de pouvoir évacuer 2 litres d'urine par jour. Les mictions doivent être fréquentes et non retenues. Il est conseillé de faire des mictions post-coïtales et l'hygiène périnéale doit être adaptée. Enfin, la lutte contre la constipation, car en cas de constipation, il y a une pullulation de germes au niveau du réservoir. Le but du traitement curatif sont de calmer la douleur, éradiquer le foyer infectieux, prévenir les récidives, prévenir et traiter les complications et enfin traiter la cause. Quels sont les moyens dont nous en disposons? Nous avons d'abord les moyens médicaux qui sont les antibiotiques, les antalgiques et des mesures de réanimation dans certaines situations. À côté de ces moyens médicaux, nous avons les moyens chirurgicaux qui sont essentiellement basés sur les méthodes de drainage des urines, pouvant être une montée de sonde Gigi ou de sonde urétérale et une néphrostomie. Les indications du traitement maintenant. Devant une cystite aiguë, comme nous l'avons dit, la bandelette urinaire est suffisante pour la cystite aiguë simple chez la femme. Lorsque la bandelette urinaire est négative aux nitrites et aux leucocytes, il faut rechercher d'autres causes, notamment des diagnostics différentiels. Lorsque la bandelette urinaire est positive, elle est suffisante pour porter le diagnostic de cystite aiguë. Et l'antibiothérapie doit être probabiliste.
et ça doit être fait de telle sorte de ne pas mettre de pression sur le réservoir. Les antibiotiques qui sont les moins sélectifs doivent être utilisés. Les plus sélectifs doivent être utilisés et non des antibiotiques à large spectre. Le premier choix, c'est phosphomycine 3-métamol 3 grammes en dose unique. Et le deuxième choix, c'est le pivméthylinam fois 2 par jour pendant 5 jours. Devant une cystite à risque de complications, la réalisation de l'ECBI est recommandée. Lorsque le traitement peut être différé pour adapter à l'antibiogramme, c'est l'idéal. Dans ces cas, le traitement doit être adapté à l'antibiogramme, bien sûr, mais en privilégiant les molécules suivantes. Le premier choix doit être l'amoxicilline. Comme deuxième choix, il y a le pivméthylinam et furantoïne, deuxième choix. Lorsque le traitement ne peut être différé, une antibioprobabiliste doit être instaurée en privilégiant un nitrofurantoïne et phosphomycine comme deuxième choix. Et dès que le résultat de l'antibiogramme est disponible, il faut faire une désescalade et adopter à l'antibiogramme selon le schéma amoxy, pivméthylinam, nitrofurantoïne. Et la durée du traitement est de 7 jours pour l'amoxy, pivméthylinam et nitrofurantoïne. Pour la phosphomycine, 3 doses à J1, J3 et J5. Lorsque nous sommes devant un tableau de cystite récidivante, l'accent doit être mis sur le mésine isono-diététique et la stratégie antibiotique selon le rythme de récidive. Lorsque la récidive est inférieure à un épisode par mois, le traitement doit être curatif. Et c'est le même schéma que pour la cystite aiguë. Et éventuellement, l'automédication peut se faire sur prescription. Le médecin peut prescrire plusieurs doses de phosphomycine et la femme peut prendre ces doses régulièrement. Par contre, lorsque c'est plus d'un épisode par mois, l'antibioprophylaxie doit être possible. Soit c'est une antibioprophylaxie qui est continue, soit c'est péricoïtal. Lorsque c'est continu, il faut privilégier toujours le cotrimoxazole et la phosphomycine. Par contre, lorsque c'est péricoïtal, ça doit se faire dans les 2 heures avant ou après les rapports sexuels sans dépasser les posologies du traitement continu. Lorsque nous sommes devant une pyélonéphrite aiguë sans signe de gravité, il y a 2 possibilités. Soit la pyélonéphrite aiguë est simple, soit la pyélonéphrite aiguë est à risque de complications. Lorsque la pyélonéphrite aiguë est simple, il faut commencer par le quinolone, cipro ou levofloxacine. Par contre, ces quinolones sont contre-indiqués lorsqu'il y a une notion de prise de fluoroquinone dans les 6 mois ou lorsqu'il y a une hospitalisation dans les 3 derniers mois. Il faut commencer d'emblée par le C3G, à savoir ceftriaxone et cefotaxime. Lorsque la pyélonéphrite est à risque de complications, il faut d'emblée commencer par des antibiotiques à large spectre, à savoir les céphalosporines de 3e génération, si l'hospitalisation doit être réalisée, ou encore les quinolones, en dehors de toute contre-indication. Lorsque nous sommes devant une pyélonéphrite aiguë avec signe de gravité, il va falloir définir si le patient est dans un état de choc septique ou pas. Lorsqu'il n'y a pas de choc septique, c'est les céphalosporines de 3e génération associées à l'amicacine. En cas d'allergie aux céphalosporines, nous avons l'aztréonam plus amicacine. Et c'est très important de faire attention aux entérobactéries producteurs de bêta-lactamase à spectre élargi, qu'on appelle EBLC. Lorsque la personne a une fois été en contact avec ces antibiotiques, il y a une forte probabilité de résistance. Lorsque la personne a pris le quinolone dans les 6 derniers mois, ou encore lorsqu'il y a une hospitalisation dans les 3 derniers mois, il faut immédiatement commencer par le piperacillin-tazobactam associé à l'amicacine, car le risque de résistance aux céphalosporines est très élevé. Lorsque nous sommes devant un tableau de choc septique, c'est une urgence réanimatoire. Le patient doit être admis en service de réanimation. Donc, c'est le remplissage vasculaire associé à l'antibiothérapie. Et l'antibiothérapie doit être à base de céphalosporines de 3e génération associée à l'amicacine. En cas d'allergie aux céphalosporines,
c'est l'azthéronam qui va être associé à l'amicacine. Pour le pyélonéphrite aigu, dès que l'antibiogramme est disponible, il faut toujours faire une désescalade. Et les antibiotiques doivent être privilégiés en fonction de l'ordre que voici. Il y a l'amoxicilline lorsque le SBI est sensible, bien sûr. Nous avons l'amoxicilline acétylclavulanique, le quinolone, cefixime et cotrimoxazole. Une autre entité des infections urinaires est l'infection urinaire masculine. Devant une infection urinaire masculine, il faudra définir si nous sommes devant un cas de sepsis grave ou de choc septique qui va nécessiter une hospitalisation, une antibiothérapie probabiliste qui va être identique à celle de la pyélonéphrite aiguë grave, ou lorsque nous sommes devant une rétention d'urine ou une immunodépression grave, l'hospitalisation est toujours des règles et l'antibiothérapie aussi est probabiliste et identique à celle de la pyélonéphrite. Par contre, lorsqu'il y a une mauvaise tolérance des signes fonctionnels ou en cas de fièvre, le traitement peut se faire à l'ambulatoire et l'antibiothérapie doit être probabiliste avant la disponibilité de l'antibiogramme. Et c'est le pyélonéphrite aigu avec facteur de risque de complications chez le protocole qui doit être suivi. Dans les autres cas, s'il n'y a pas de signe, on peut différer l'antibiothérapie et attendre le résultat de l'antibiogramme. Et dès que le résultat de l'antibiogramme est disponible, c'est la désescalade en privilégiant le phylloquinolone ou cotrimoxazole, avec une durée de traitement de 14 jours, 21 jours à discuter s'il y a une uropathie ou une immunodépression grave ou un traitement par autre phylloquinolone s'il y a une reprise mictionnelle difficile. Nous avons les infections urinaires gravidiques, à commencer par la bactérie asymptomatique. Le traitement est d'emblée adapté à l'antibiogramme en privilégiant l'amoxicilline, pivméthylinam phosphomycine, et pour une durée totale de traitement de 7 jours, sauf pour la phosphomycine qui est de dose unique. La cystite gravidique, le CBI doit être réalisé et l'antibiothérapie doit être probabiliste sans attendre le résultat de l'antibiogramme à cause des risques que la dame peut encourir. Le premier choix, c'est la phosphomycine. Le deuxième choix, c'est le pivméthylinam. En cas d'échec ou de résistance, le premier choix d'antibiotique, c'est l'amoxicilline. Le deuxième, c'est cotrimoxazole. Et en fonction de l'écologie bactérienne, il y a la nitrofurantoïne à utiliser. Pour la pyélonéphrite aiguë gravidique, une hospitalisation est nécessaire, un service d'obstétrique et une évaluation par un obstétricien est nécessaire. L'antibiothérapie doit être probabiliste, à commencer par les céphalosporines de 3e génération. C'est très important de faire attention aux contre-indications des antibiotiques au cours de la grossesse. S'il y a des signes de gravité, l'aminogite doit être ajouté au traitement pour une durée totale de 7 jours. Et l'antibiothérapie doit être adaptée à l'antibiogramme dès que le résultat est disponible, en pensant toujours à faire une désescalade pour ne pas mettre de pression sur le microbiote intestinal. Devant une pyélonéphrite aiguë obstructive, un drainage du haut appareil urinaire est nécessaire. Et le plus souvent, ce drainage est fait par une montée de sonde JJ ou encore de sonde urétérale. Lorsqu'il y a une difficulté, c'est la néphrostomie qui doit être réalisée. Nous avons sur ces deux images, l'image de gauche, une sonde JJ en place avec une lithiase qui était obstructive, et de l'autre côté, qui s'est fait par voie endoscopique, et de l'autre côté, une sonde de néphrostomie qui est en place et qui s'est fait par voie percutanée. Alors, quelle surveillance devant les infections urinaires? Pour les infections urinaires gravidiques, en cas de pyélonéphrite aiguë sur grossesse, un SBI de contrôle doit être réalisé à 48 heures d'abord, puis 8 à 10 jours après le traitement, et chaque mois, le SBI doit être réalisé. Pour les autres infections, la surveillance est essentiellement clinique et pas besoin de faire des CBI de façon systématique. En fonction de l'évolution clinique, d'autres examens complémentaires peuvent être demandés, comme l'imagerie.
En conclusion, nous dirons que les infections urinaires sont des diagnostics essentiellement cliniques et la documentation microbiologique est quasi obligatoire. La prise en charge réanimatoire de certaines infections doit se faire. La prise en charge réanimatoire doit se faire dans certaines situations graves et l'antibiothérapie doit être adaptée au contexte efficace sur les germes et le terrain. Donc, pour ce travail, nous avons eu à travailler avec les recommandations de l'Association française d'urologie, la SPIF, l'EAUI, et je vous remercie. Merci, docteur Soya. Nous avez fait économiser 4 minutes. Merci. Merci encore pour vos explications passionnantes sur la question. Sincèrement, je tiens à te féliciter parce qu'on t'a fait recours aux dernières minutes. En moins d'une semaine, vous avez eu à préparer quelque chose de potable pour nous. Donc, ici, nous saluons aussi la présence du président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Bonsoir, professeur Al-Kadri. Monsieur le Président, bonsoir. Ouais, bonsoir, Gambi. Soyez les Bonsoir à bienvenus. toute la population. Merci beaucoup à vous. Je remercie encore Dr. Chouya pour la qualité de la présentation. Donc, vous avez la parole pour continuer. Merci. Merci, nous sommes ravis. Le docteur Sogoba, il est là avec nous? Bonsoir, oui, je suis là depuis le départ. Ah, d'accord. La réception n'était pas bonne seulement. D'accord, soyez les bienvenus. Bonsoir, merci. Bien. Donc, nous allons continuer. Donc, nous serons à la session phase questions-réponses. Donc, questions, réactions, suggestions du public. Questions, réactions du public. Questions, réactions du public. Attends, j'espère. Questions, réactions du public. Docteur Amos, vous avez la parole. Docteur Eli. Okay. Alors, merci beaucoup, Dr. Gambi, de m'avoir donné la parole et mes remerciements vont à l'endroit du présentateur pour la qualité de sa présentation. Et j'ai juste quelques mots de contribution qui vont vraiment aider tout un chacun pour mieux comprendre cette pathologie du côté de la femme. Donc, moi, je suis Amos Koudjou, je suis gynécologue obstétricien. Donc, moi, ce que je voudrais préciser, c'est les modes de prélèvement et de l'ECBI. C'est les femmes. Donc, très souvent, c'est l'ECBI, c'est l'examen qui permet vraiment de poser le diagnostic étiologique de l'infection urinaire. Donc, il y a des principes de prélèvement à respecter chez la femme pour que les prélèvements ne soient pas souillés. Donc, chez nous, ce qu'on recommande aux femmes, c'est d'observer au moins 4 heures de temps avant une miction. Ça veut dire une retenue d'urine de 4 heures de temps au minimum. Et faire une toilette vulvaire et du méa urinaire avec de l'eau savonneuse ou de tout autre antiseptique disponible. Et le prélèvement doit être réalisé au milieu du jet. Donc, laisser s'échapper le premier jet et au milieu du jet, on recueille ce qu'on appelle l'urine qui est destinée à l'examen cytobactériologique dans un bocal stérile. Donc, ça, c'est les conditions vraiment qui sont à respecter chez la femme. Et sans ces conditions, nous allons toujours avoir des prélèvements souillés par des microbes ou des germes qui sont dans les vagins. Ça, c'est très important que je voulais vraiment préciser. Et je voulais également appeler l'attention de chacun de nous sur la gravité de l'infection urinaire chez la femme enceinte. Chez nous, les gynécologues, nous avons très souvent l'infection urinaire est incriminée dans près de 70% des cas de menaces d'accouchement prématuré ou d'avortement. Donc, ce n'est pas une pathologie à négliger. Si elle est connue, le traitement doit être bien adapté pour éviter ce qu'on appelle l'aggravation de la situation pour évoluer vers une menace d'accouchement ou un accouchement ou une mort fétale in utero. Donc, ça, c'est des éléments que je voulais vraiment apporter. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, docteur Amos, pour cette contribution. Docteur Eli est là? Docteur Eli, vous avez la parole. Docteur Eli Dao. D'accord. Si docteur Eli n'est pas là, on passe au suivant. Docteur Ag. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir tout le monde. Merci aussi à Dr. Soya pour la présentation. Donc, moi, j'ai une question. Comment on appelle un adulte masculin, de sexe masculin, est-ce qu'il peut contracter éventuellement une infection urinaire en fréquentant des toilettes publiques?
C'est ça pour le moment, pour moi. Merci, docteur. Est-ce que docteur C est là pour les éléments de réponse? Docteur C est là pour les éléments Oui, de réponse? je suis là. Si c'est possible de D'a- regrouper en une série de 5 questions, D'accord. ça nous C'est comme vous permet voulez, d'analyser. hein, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Questions ou contributions? Suggestions du public? Contribution, suggestion. Ok, Gambi, en attendant, Docteur Soya, je ne vois pas d'autres mains soulevées, hein. D'accord, il y a quelques questions dans le chat, j'ai déjà noté. Oui. Donc, je vais D'accord. commencer à répondre à ces questions. La première question, c'est celle de Dr Kone Mahamadou. La question est la pyélonéphrite aiguë gravidique, quelle conduite à tenir? Donc, comme nous l'avons si bien dit, c'est une urgence qui nécessite une hospitalisation dans un service d'obstétrique et une évaluation obstétricale doit être réalisée par nos confrères de l'obstétrique. L'obstétricien est là, il va nous donner plus d'éclaircissements. L'échographie, le monitorage du fœtus et tout ce qui va avec. En ce qui concerne l'antibiothérapie est à base de céphalosporine de 3e génération. Et s'il y a des signes de gravité, il faut ajouter des aminosides. La deuxième question, c'est celle de Aruna Dambélé. C'est par rapport à la prostatite chronique et stérilité. Est-ce que la prostatite chronique peut entraîner la stérilité? Donc, notez juste que le chapitre de la prostatite chronique n'a pas été abordé ce soir, mais je vais quand même répondre à ces questions. Et aussi à tout ce qui est les bacilles, les bactéries multirésistantes, les ECBI polymicrobiens. Il y a tellement de sous-chapitres dedans, mais nous avons jugé nécessaire de concentrer sur ce que nous avons présenté. Alors, ce qui est de la prostatite chronique et stérilité, la prostatite chronique peut entraîner une stérilité lorsqu'il y a une atteinte de vésicule séminale. Ça peut donner une azoospermie excrétoire, c'est-à-dire les spermatozoïdes sont produits, par contre, n'arrivent pas à être excrétés. C'est lorsqu'il y a une atteinte des voies qui permettent aux spermatozoïdes d'être évacués. Et la question suivante, c'est celle de Ag. C'est est-ce que la fréquentation des toilettes publiques peut donner des infections? Je dirais non. Le réservoir le plus souvent, c'est au niveau digestif, au niveau du rectum. Les cellules sont faites de telle sorte que pour que la cellule puisse être viable, il faut que ça soit dans un milieu, dans son milieu naturel. Lorsque la cellule n'est pas dans son milieu naturel, évidemment, la cellule va mourir. C'est la même chose que pour les bactéries. Donc, je ne pense pas que ça puisse entraîner une infection urinaire en fréquentant les toilettes publiques uniquement. C'est les différentes questions que j'ai notées pour le moment et ce sont mes éléments de réponse en attendant l'intervention de nos chers maîtres. Merci. Merci, docteur Soya, pour vos éléments de réponse. D'autres questions? Questions et réactions du public? Nous avons encore 10 minutes. Questions et réactions du public? Questions et réactions du public? C'est, comment on appelle? Docteur Gambi, si tu me permets, je vais réexpliquer encore. Je suis Dr Traoré Mokhtar. Je voudrais merci aux présentateurs de nous avoir aidés sur les infections urinaires. J'ai juste une seule question. Est-ce que l'absence des symptômes veut dire absence d'infection urinaire? C'est noté. Merci, docteur Mokhtar. Voilà, merci. Docteur Maguiraga, vous avez la parole. D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Nous remercions le présentateur pour la qualité de la présentation. Cependant, j'ai une petite inquiétude concernant les facteurs favorisant des infections urinaires. Bon, le docteur Soya vient de dire que c'est le côté digestif qu'il faut fouilleter à chaque fois. Mais ma question est de savoir, est-ce que les habits serrés, surtout les sous-vêtements, c'est les hommes font partie des facteurs favorisant des infections urinaires? D'accord, merci. Merci, docteur Maguiraga, c'est noté. Je vois docteur Koum. Il peut décliner son identité, s'il vous plaît? D'accord. Docteur Soya, je pense que vous pouvez répondre à des différentes questions posées. Vous avez la parole.
Ok, merci, docteur Gambi. Alors, la question, je vais commencer par celle de Mokhtar, à savoir est-ce que l'absence des symptômes égale l'absence d'infection urinaire? Nous avons dit, ça c'est un peu pour la bactériurie asymptomatique. Lorsqu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas d'infection urinaire. Lorsqu'il y a la mise en évidence de bactéries, nous parlons de bactéries asymptomatiques. Et cette bactérie asymptomatique ne doit être diagnostiquée que dans deux situations. Soit il y a une intervention urologique avec une agression de la muqueuse qui est prévue, ou encore devant une bandelette urinaire positive chez la femme qui est en état de grossesse à partir du 4e mois. Donc, le CBI doit être réalisé s'il y a une bactérie, même s'il n'y a pas de symptômes, le traitement doit être instauré. Ou encore lorsque la dame a un antécédent d'infection urinaire, on doit faire le CBI aussi pour détecter la présence de germes dans les urines de la parturiente, de la femme enceinte, pardon. Et la question du docteur Magiraga, est-ce que les habits serrés, c'est des facteurs de risque d'infection chez l'homme, si j'ai bien compris? Les habits serrés, ce n'est pas des facteurs de risque d'infection chez l'homme. Une question, je ne peux pas noter la personne, c'était devant une bandelette urinaire réalisée avec des nitrites négatifs, des leucocytes positifs. Est-ce qu'il y a une indication de réalisation de l'ECBU? Tout dépend du contexte, en fait. Lorsqu'il y a la présence de leucocytes, ça veut tout simplement dire que soit c'est une infection qui a été décapitée, donc tout dépend du contexte. S'il y a la présence des signes urinaires, il faut toujours retenir que le diagnostic de l'infection urinaire est essentiellement clinique. La bandelette urinaire est un élément d'orientation, donc on ne peut pas se baser que sur la bandelette urinaire pour faire la prise en charge. Donc lorsque les leucocytes sont là et qu'il y a des signes urinaires, il va falloir faire les CBI pour essayer de voir si on peut isoler un germe ou pas. Il y a une autre question, c'est les différents types d'infections urinaires. Comme j'avais à le dire, la terminologie dépend des sociétés savantes. Donc, il faudra voir de quelles sociétés savantes nous parlons. Mais pour résumer, il y a les infections urinaires aiguës qui sont dites simples. Il y a des infections urinaires aiguës qui sont dites à risque de complications, c'est-à-dire lorsqu'il y a des facteurs de risque qui sont là. Et il y a les infections urinaires avec un cas d'urosepsis. Donc, ça veut dire soit il y a un choc septique, soit il y a un sepsis grave. Et il y a les infections urinaires masculines aussi, il y a les infections urinaires chez la femme. Mais pour la femme, ça rentre toujours dans ces 3 classifications. Donc, à résumer, les infections urinaires simples, les infections urinaires à risque de complications et les infections urinaires qui sont dites graves ou compliquées. En tout cas, merci, Dr Soya, pour les éléments de réponse. Je pense que dans le chat, il n'y a plus de questions, c'est le mot de remerciement. Nous allons nous pencher vers nos chers maîtres, nos enseignants de renommée internationale, si vous permettez. Le Dr Sissoko Idrissa, il est là? Oui. Le Dr Sissoko Idrissa, est-ce qu'il est là? Chirurgien urologue chargé de recherche au centre hospitalo-universitaire de Kati. Je suis là. Merci beaucoup, docteur, pour de m'avoir donné la parole et je remercie toute la 7e promotion du numerus clausus pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'associer à ce webinaire sur l'infection urinaire en général. Je remercie les maîtres qui sont en ligne déjà pour le soutien qu'ils apportent à ce webinaire. Je remercie le docteur Soya Touré pour sa brillante communication. C'était une très belle présentation. Il a fait le tour du chapitre infection urinaire qui est un thème qui est assez difficile, qui semble facile, mais qui reste un thème assez difficile vu la transdisciplinarité de ce sujet. C'est un sujet qui concerne pratiquement toutes les spécialités de la médecine, du médecin généraliste aux gynécologues, aux infectiologues, aux réanimateurs, aux urologues. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà,
Sa présentation a englobé pratiquement les choses ont beaucoup changé ces dernières années avec les nouvelles terminologies. Il y a des infections urinaires simples, des infections urinaires à risque de complications, des infections urinaires compliquées, les urosepsis, et évidemment les infections urinaires récidivantes. Maintenant, il y a des nuances. Il y a beaucoup, je vois beaucoup de questions qui ont été posées. Ça dénote l'intérêt du sujet, mais aussi ça montre qu'il y a beaucoup de nuances dans la tête des gens. Bon, même nous en consultation, on entend souvent des choses comme ça. En fait, les gens ne font pas la différence entre une infection urinaire et une infection sexuellement transmissible. Pour faire la part des choses entre infection urinaire et une infection sexuellement transmissible, c'est ces questions. Est-ce que l'infection urinaire, toilette publique, infection urinaire, souvent certains patients, quand ils viennent, on détecte une infection urinaire, on essaie de les traiter, ils demandent est-ce qu'il faut traiter madame ou pas. Donc, pas forcément, il ne faut pas les traiter. Donc, une infection urinaire, c'est clair, il a bien défini le terme d'infection urinaire, c'est une infection. Il y a des critères, il faut avoir, il y a la fièvre, il y a d'autres symptômes, des signes fonctionnels urinaires associés à une culture positive, une bandelette positive dans le cas de la cystite aiguë. Donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est surtout les cas de gravité. Moi, je m'attarde un peu sur la question, le fait de la prise en charge de ces infections. Et on voit que cette prise en charge, elle est un peu mal comprise dans notre corporation. C'est-à-dire, en fait, c'est pas toutes les infections urinaires qui doivent arriver à l'urologue. Et je vois que les médecins généralistes, ils font beaucoup dans la prise en charge de ces infections urinaires, mais souvent, il y a beaucoup de difficultés dans cette prise en charge. D'abord, on ne peut pas traiter une infection urinaire comme ça sans avoir de preuves. Il faut avoir toujours la preuve. Il a dit, c'est seulement dans la cystite où le CBU n'est pas obligatoire. Sinon, dans les cas d'infection urinaire à risque de complications, dans les cas d'infection urinaire masculine ou dans les cas d'infection urinaire compliquée, il faut obligatoirement un examen cytobactériologique des urines. Et deuxièmement, le traitement probabiliste, c'est en attendant en fait le résultat de l'UCB. Et ce traitement probabiliste doit être uniquement administré après le prélèvement. Et je rappelle aux uns et aux autres que en fait, même si on reçoit un patient en urgence et qu'on suspecte une infection urinaire, on peut toujours faire un prélèvement urinaire et puis on le garde. Les les conditions de l'ECB, il y a un gynécologue qui l'a rappelé, c'est la même chose que ce soit chez l'homme ou chez la femme. C'est les mêmes conditions, mais en fait, les méthodes de conservation, on peut conserver les urines dans un lieu à 4 degrés, dans un réfrigérateur à 4 degrés et pendant une durée de 10 à 12 heures. Donc, jusqu'à 10 heures, on peut le garder. Donc, même si on reçoit un patient en urgence le soir, on peut faire un prélèvement urinaire, commencer déjà, le mettre au frigo et commencer déjà une antibio probabiliste. Donc, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut, parce qu'on a tendance à trouver des infections décapitées à chaque fois vu, parce que les prélèvements se font seulement après 24 à 48 heures après l'administration du traitement probabiliste. Le deuxième point que je souhaite quand même insister, c'est surtout les cas graves d'infection urinaire. Et les gens ne doivent pas passer à côté de ces cas graves. Il y a des cas de pyélonéphrite obstructive où les gens passent parce qu'ils font des échographies, des patients qui viennent consulter pour des douleurs lombaires importantes, hyperalgiques, associées à la fièvre. C'est des gens, souvent les médecins généralistes, ils demandent une échographie, ils retrouvent une dilatation. Si vous voyez une pyélonéphrite, toute suspicion, une pyélonéphrite associée à une dilatation, c'est une pyélonéphrite obstructive, donc il faut un drainage. Ce drainage chirurgical, il a bien dit le docteur Touré, c'est soit par une montée de sonde GJ qui est disponible pratiquement dans beaucoup de centres hospitaliers maintenant, et puis le drainage par des sondes de néphrostomie. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas passer, j'attire l'attention des uns et des autres sur ce drainage. Ça veut dire que quand vous voyez une dilatation rénale associée à une infection urinaire, à de la fièvre, pensez à une pyélonéphrite obstructive, pensez au drainage et pensez à référer le patient vers les centres hospitaliers où on peut faire la prise en charge. Nous avons eu beaucoup de cas comme ça, d'urosepsis dans le cadre de pyélo obstructive.
et qui ont été vraiment mal gérées et il faut que les gens attirent vraiment l'attention des uns et des autres. Et la grossesse aussi est un facteur de risque très important et il faut vraiment penser, détecter, dépister l'infection urinaire chez la femme enceinte. Il a mis quatrième, mais il faut, à partir du quatrième mois, il faut un SCBI mensuel tous les mois, à partir du quatrième mois. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur ce côté. Je tiens toujours à remercier toute l'équipe de la 7e promotion. Je remercie Mohamed qui est en ligne, professeur Berthet, de nous avoir assistés. Merci. Merci, docteur Sissoko. C'est nous qui vous remercions. On est très contents. Merci pour le partage d'informations et l'émancipation médicale. Donc, sans tarder, nous allons donner aussi la parole à docteur Sogoba Draman, infectiologue chargé des recherches au Centre hospitalo-universitaire du Point G. Docteur Sogoba, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier le réseau médical de la 7e promotion du numéris et leurs partenaires NIA Healthcare et aussi Dr Soya Touré pour notre mise à niveau par rapport aux infections urinaires bactériennes. L'exposé était vraiment très clair et très détaillé. Donc, de ce fait, j'ai essentiellement 2 messages, vu qu'il a souligné dans l'intérêt du sujet que les infections urinaires bactériennes sont des infections qui sont très fréquentes. Et vu la fréquence élevée de ces infections-là, et aussi c'est le deuxième site. Docteur Sogoba, on vous reçoit un peu mal. Vous m'entendez? Oui, moi je vous reçois bien. D'accord, merci. Ok. Je disais que Dr Soya, je remercie beaucoup Dr Soya Touré pour la qualité de sa présentation, qui était vraiment claire et très détaillée. Donc, de ce fait, mon intervention va être portée surtout sur 2 messages. Le premier, c'est par rapport à l'intérêt de ce sujet-là. Ce sont les infections bactériennes qui sont les plus fréquentes. Il a dit ça dans l'intérêt du sujet. L'appareil urinaire, c'est le deuxième type d'infection bactérienne communautaire après les poumons et l'appareil respiratoire. Et c'est le premier type d'infection nosocomiale. Et les infections bactériennes, pour leur traitement, on fait recours aux antibiotiques. Donc, de fait, la résistance aux antimicrobiennes, nous devons faire attention à ça pour faire une prescription rationnelle des antibiotiques en suivant les différents protocoles de traitement appropriés pour chaque cas. Ça, c'était mon premier message. Le deuxième message, devant la persistance des symptômes d'infection urinaire que vous traitez probablement avec les antibiotiques, pensez à la tuberculose, qui est aussi une cause bactérienne et qui nécessite un traitement spécifique. Maintenant, par rapport, il y a une question qui a été posée que Dr Touré a répondu. Effectivement, il y avait les éléments de réponse dans la présentation même. La bandelette urinaire, s'il y a leucocyturie et qu'il n'y a pas de nitrite. Toutes les bactéries ne réduisent pas les nitrates en nitrite. Donc, en l'occurrence, nous avons les bactéries gram-positifs qui ne réduisent pas les nitrates en nitrite. Donc, si les leucocytes sont là, une infection urinaire est possible et le CBI doit être demandé. Et s'il y a une leucocyture aseptique, il faut penser également à la tuberculose qui mérite un traitement spécifique. Donc, je remercie encore le réseau médical de la 7e promotion de numéris pour l'organisation périodique de ces séances de mise à niveau du personnel médical. Merci beaucoup. Merci, docteur Sogoba Draman. Je pense que parler d'infection urinaire sans éviter un infectiologue serait un gâchis. Merci pour vos apports et vos contributions. Professeur Berthet Honoré Jean-Gabriel. Professeur, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Je voudrais vraiment ici remercier la 7e promotion du numéris clausus de la faculté de médecine du Mali pour
sa brillante initiative. Je suis tout à fait émerveillé devant le dynamisme de votre promotion. Et je viens de découvrir que vous tenez ces sessions très régulièrement, une fois par mois, et un samedi à des heures où d'autres sont plutôt pressés de rejoindre des restaurants ou d'autres endroits festifs. Je dois vraiment tirer les chapeaux pour votre initiative. Je voudrais aussi vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant et pour participer une première fois à cette session. Et je me promets vraiment de suivre désormais vos présentations tant que je pourrai en avoir l'invitation. Ailleurs, je voudrais remercier aussi mes co-invités d'honneur ici présents, et, y compris le professeur Bokoum, pris pour les urgences, alors qu'on s'est même eu cet après-midi pour parler de cette présentation, docteur Idrissa Sissoko et docteur Sogoba qui sont ici présents. Et je dois dire vraiment que vous n'auriez pas pu choisir un thème d'urologie aussi pertinent que les infections urinaires. Et vu vraiment la transversalité de la question qui a été évoquée par le présentateur, le docteur Souya Touré, ainsi que mon collègue, jeune collègue, le docteur Idrissa Sissoko, et qui a vraiment parlé de la transversalité de cette question. Elle intéresse pratiquement tous les domaines de la médecine. Si on n'est pas confronté à ces situations parce qu'on est au bout de la chaîne pour la prise en charge, on est au moins intéressé parce que nous sommes aussi au début de la chaîne pour la prévention de ces infections urinaires. Le docteur Soya a dit qu'il ne parlait pas ici des infections induites par les soins, et en raison du temps qu'il était certainement imparti, mais c'est important ici de se remémorer que ces infections existent. Le tractus urinaire, qui donne issu à l'extérieur par le méa urétral, n'est pas comme autre conduit qui donne sur l'extérieur, comme le conduit digestif haut ou bas, ou bien le conduit respiratoire ou le conduit, je veux dire, ORL. Je ne dis pas que ces conduits ne sont pas très dangereux en termes d'infection, mais vraiment, une infection qui passe par le canal urinaire peut être très, très rapidement grave et menacer la vie du patient. Et ça, c'est vraiment une question qui doit être très, très retenue ici. Donc, je ne vais pas m'étendre sur des détails qui sont tout à fait légitimes sur les questions qui ont été posées, parce que vraiment, le docteur Soya a été très, très, très précis, très, très large et très, très pertinent, très, très clair sur toutes ces présentations-là. Je voudrais vraiment lui dire toutes mes félicitations et pour cette brillante présentation. Vous voyez, en fait, vous avez une très, très grande obédience ce soir. À certains moments, je pense que j'avais vu jusqu'à plus de 130 participants. Il y a beaucoup d'urologues de l'Association malienne d'urologie qui ont participé à cette présentation. Je voudrais les remercier pour le soutien qu'ils ont fait à leurs collègues, mais aussi par leur intérêt pour le sujet. Et ils n'ont pas intervenu tout simplement parce que je pense qu'ils ont trouvé que tout a été dit. Et au nom du président de l'Association malienne d'urologie, qui est peut-être en ligne, mais j'ai scruté pour vérifier, je ne l'ai pas vu en ligne. Je voudrais vous remercier au nom de l'Association malienne d'urologie tout entière pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet, et à votre collègue de promotion, le docteur Soya Touré, pour vous parler de ce thème. Je voudrais vous dire bonne suite, bonne continuation, et vraiment, je suis émerveillé sans mots superflus. Et bonne continuation à tout le monde, et je pense que le docteur Soya Touré, le docteur Idrissa Sissoko, moi-même ainsi que tous les groupes des urologues seront prêts à répondre à d'autres questions non répondues ici. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. S'il y a des questions, s'il vous plaît, adressez-les en off à travers le modérateur, à docteur Soya Touré, qui pourra éventuellement nous partager ces informations complémentaires à demander. Merci à tout le monde et très bonne continuation, et je suis très, très satisfait. Merci. En tout cas, merci, professeur. Nous sommes très ravis. Nous sommes contents de vos apports, de vos contributions. Donc, soyez à remercier. Nous sommes dans les temps, toujours. Malheureusement, on n'a pas eu le professeur Bokoum, donc c'est contextuel. Il était très intéressant qu'un gynéco ait son aperçu sur cette question
qui parle d'infection urinaire aussi, parle des infectiologues, parle de gynéco-obstétrique. Donc, il nous est très difficile encore de conclure après vous, le professeur Honoré Berthier. Je pense que le temps est parti. Nous allons essayer de conclure, Inch'Allah. Donc, nous tenons à remercier tous les participants. Je pense qu'on est à terme de cette présentation. Et un grand merci à Dr Soya Touré. Et sans oublier aussi de remercier tous les personnels de l'hôpital de Nioro. Donc, jusqu'à plus de 400 km, la Soya est arrivé à nous faire cette présentation passionnante, très précise et concise. Nous sommes vraiment contents. Merci, Dr Soya. Il faut juste demander aux uns et aux autres d'activer leur vidéo. Autant que c'est possible. Ouais, si possible, ouais. T'as raison. Ça va bien? Ça va? Oui, ça va, ça court. Raswan, tu fais les photos? Il y a des gens qui sont à l'ombre, hein, en l'obscurité. Et le président, il n'a pas donné l'électricité aux gens. Raswan, tu fais les photos? Bonsoir. J'ai dit le docteur Francky Zibi a toujours la main levée. Gami, il fallait donner la parole à docteur Zibi. Bonsoir. D'abord, les professeurs sont encore avec nous. Hein. Oui, d'accord. Je voudrais que le responsable confirme s'il a fini, on peut laisser. Bonsoir. Si. Vous allez bien? Bonsoir à tous et bonne continuation. Merci. Merci bien, merci professeur. Merci professeur. Docteur Sissoko. Oui, c'est bon, j'ai pris beaucoup de photos. Okay. Merci bien. Continue toujours, je descends. Non, je pense que bon, c'est officiellement terminé, mais habituellement les discussions. Si les gens ont des questions ou des contributions. C'est toi. Assister aujourd'hui. D'accord. Bon, moi, désolé, moi, je suis de garde, je suis coincé. Sincèrement, c'est un plaisir. Donc, je serai obligé de vous quitter. Les réanimateurs, tu ne quittes pas. J'avais vraiment un temps imparti, c'est compliqué pour moi. Les réanimateurs, tu ne parles pas, tu restes. Tu restes avec nous. Pour la modération, c'est très bien. Félicitations, Gabi. Merci Tu as bien assuré avec la rigueur derrière. Ouais. Vous êtes en train d'encourager Gambi. On ne parle pas de courant. Hein. Émile, tu es en train d'encourager Gambi qui a coupé la parole à son premier au Zibi. Ça, c'est pas normal. Je suis désolé. Gambi est rigoureux. Zibi. Non, je crois que tu peux toujours. Zibi, tu auras droit à une boisson. Non, mais c'est pas grave, les gars. Tu auras droit à une boisson, t'inquiète. Ouais, ça marche.